À la livraison du porte-parole du gouvernement, des décisions liées à la campagne coton, le Conseil des ministres a acté la subvention de l'engrais. Le prix d'achat du coton grain est fixé. On en saura aussi sur les modalités d'acquisition des logements sociaux de Wedo et bien d'autres décisions. L'Institut national de la femme interagit avec le public à travers un petit forum. La présidente et son staff ont tenu à édifier sur le pouvoir d'autosaisine et de poursuite. INF qui se veut aussi à l'écoute de préconisations citoyennes. Le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones est en séjour au Bénin. Pierre Baillet est venu faire le tour de la coopération de son instance avec le Bénin. À suivre les échos de ces rencontres officielles. Bienvenue à ce journal du mercredi gouvernemental. Le Conseil des ministres a siégé aujourd'hui en présence du chef de l'État. Et dans la livraison du porte-parole à suivre, on aura droit aux décisions sur la subvention de l'engrais aux cotonculteurs, la fixation du prix d'achat du coton grain. Le Conseil des ministres a aussi retenu les critères d'attribution et modalités d'achat des logements sociaux économiques de Wedo. On écoute Wilfried Léandre-Mbédi sur toutes les décisions. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 20 avril 2022, à l'issue duquel les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, sous cette rubrique, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs faits à Montréal le 4 avril 2014, ainsi que des protocoles portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, article 50A et article 56, signés à Montréal le 6 octobre 2016. De même, a été transmis à la représentation nationale pour examen et vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013, modifiée et complétée portant code foncier et domanial en République du Bénin. Enfin, a été adopté le décret modifiant celui numéro 2016-530 du 24 août 2016 relatif à la mise en place de la cellule d'analyse des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. Au chapitre des communications, en point 1, mesures de soutien à la production au titre de la campagne agricole 2022-2023. Depuis plusieurs campagnes agricoles, les prix des engrais livrés aux agriculteurs, aussi bien pour les vivriers que pour le coton, sont restés stables, soit 240 francs CFA le kilogramme et 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Cette stratégie a eu pour impact de renforcer les performances de notre agriculture et de mobiliser les producteurs pour la cause. Mais il s'observe actuellement une inflation des prix des matières premières ainsi que du fret maritime en raison des effets de la pandémie de COVID-19, ajoutés à d'autres chocs extérieurs, ce qui a pour conséquence une hausse brusque et vertigineuse des prix d'acquisition des intrants agricoles, notamment des engrais. Ceci reviendrait à 22 500 francs CFA le sac de 50 kg de NPK et 28 200 francs CFA celui de l'urée, voire plus. Un tel niveau de prix reste élevé et compromettrait tout autant la compétitivité de notre agriculture que la disponibilité des produits agricoles en quantité suffisante. En effet, dans l'hypothèse de la cession des intrants au prix du marché, il se dégage une baisse du niveau de rentabilité financière escompté à prix de vente constant. Ainsi, le revenu du producteur de maïs s'établirait à moins 7 325 francs CFA à l'hectare contre 40 375 francs CFA la saison dernière, soit une perte de 47 700 francs CFA, et celui du riziculteur s'établirait à 9 225 francs CFA à l'hectare contre 73 125 francs CFA la saison écoulée, soit une baisse de 63 900 francs CFA. Une telle situation est de nature à provoquer
un effondrement de la production agricole et menacerait gravement la sécurité alimentaire dans notre pays si les dispositions adéquates ne sont pas prises. Autrement dit, l'émulation des producteurs à utiliser et ou à respecter les doses d'engrais se trouverait affectée, entraînant subséquemment une baisse du niveau de production nationale et partant une hausse des prix des produits agricoles sur nos marchés, voire une indisponibilité des dits produits. En ce qui concerne la filière coton, les acteurs, prenant la mesure des enjeux, ont décidé de subventionner les prix des engrais, y compris pour les vivriers, à raison de 11,5 milliards de francs CFA par l'Association interprofessionnelle du coton AIC sur ses réserves stratégiques et 13 milliards de francs CFA par les égreneurs. En dépit de cet effort substantiel, les prix des engrais resteraient tout de même prohibitifs et les menaces à la production agricole réelles. Dès lors, l'intervention de l'État est requise pour stabiliser les prix de cession à un niveau soutenable en vue de favoriser une campagne agricole performante, notamment en ce qui concerne les produits vivriers. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour qu'il soit renoncé temporairement au prélèvement par l'État de la contribution à la recherche agricole ainsi que de la redevance de promotion agricole au titre de la campagne 2021-2022, le tout représentant un appui de 31,5 milliards de francs CFA. Ainsi, les prix de cession des intrants aux producteurs au titre de la campagne 2022-2023 se présentent comme suit. Engrais toutes catégories confondues, 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif, 7 011 francs CFA le litre. Herbicide sélectif précoce, 7 011 francs CFA le litre. Les objectifs poursuivis par ce soutien de l'État, exclusivement en faveur de la production agricole nationale devant être atteints, le Conseil rappelle qu'il est formellement interdit de faire sortir ces intrants du pays et ou de les revendre. À ce titre, tout contrevenant s'exposera à des sanctions particulièrement sévères. Les ministres concernés sont instruits à l'effet de faire assurer une veille permanente par les services habilités autant que par la participation citoyenne. En point 2, homologation des prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2022-2023. Les prix d'achat du coton-graines aux producteurs au titre de cette campagne ont été homologués comme suit. Coton-graines conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 265 francs CFA et 215 francs CFA au cours de la campagne écoulée. Coton-graines biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 318 francs CFA et 268 francs CFA au cours de la campagne précédente. Quant au prélèvement traditionnel, il s'élève à 13 francs CFA par kilogramme de coton-graines au titre des fonctions critiques et à 5 francs CFA par kilogramme de coton-graines s'agissant de la réserve stratégique. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour assurer le bon déroulement de la campagne agricole. En point 3, critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que modalités de leur commercialisation. Le Conseil a approuvé les 10 critères qui varient selon le type de logement. S'agissant des logements sociaux, il est à rappeler que l'État a pris en charge les coûts liés à la viabilisation intégrale des lieux ainsi que l'acquisition des domaines. L'option retenue pour leur commercialisation est la location à cession sur une durée maximale de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. En ce qui concerne les logements économiques, la durée de la location à cession est de 17 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%.
Il est à souligner que les modèles de logement, aussi bien sociaux qu'économiques, sont de type F4, les prix variant selon le niveau de confort, la surface bâtie et le caractère individuel ou collectif du bâtiment. Un comité d'attribution des logements sera constitué et placé sous l'autorité du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, qui veillera à l'opérationnalisation de la phase commerciale du programme de construction de logements, conformément aux orientations du Conseil. En point 4, régularisation de la situation administrative des agents de l'État, régulièrement partis en formation avant la mesure de suspension des mises en stage. Les agents concernés sont au nombre de 250, répartis dans 22 ministères et 6 institutions de la République, qui attendent les décisions de retour de stage et les actes administratifs subséquents pour leur reclassement. La régularisation de leur situation entraînera, pour ceux d'entre eux qui y sont éligibles, la possibilité d'occuper des postes de responsabilité en lien avec leur nouvelle qualification professionnelle. Le Conseil a donc marqué son accord pour la délivrance des actes en attente au profit de ces agents et autorisé l'examen par la commission compétente des dossiers de mise en stage de ceux des agents ayant démarré les formations avant le 7 janvier 2020, date de suspension des travaux de la dite commission. En point 5, appui financier ponctuel du gouvernement aux étudiants béninois boursiers en formation en Fédération de Russie. Ces étudiants reçoivent ordinairement, dans le cadre de la coopération avec la Russie, des frais symboliques de subsistance couvrant notamment le transport et la restauration. Mais la situation de crise créée par la guerre en Ukraine a occasionné la non-perception de cette allocation, contraignant certains d'entre eux à s'absenter des cours, voire à les abandonner, en vue de la recherche de solutions palliatives, compromettant ainsi leurs études. À cela s'ajoute l'impossibilité de bénéficier de transferts d'argent en raison des sanctions contre la Russie. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé favorablement pour leur octroyer une subvention ponctuelle qui éviterait aux bénéficiaires toute situation de précarité. En point 6. Mission de conduite d'opération des projets de construction du complexe hôtelier urbain d'Akpakpa à Cotonou et du resort d'Avlekete à Ouida. Le projet de complexe hôtelier d'Akpakpa vise à renforcer l'offre de réceptifs par des équipements de haut standing alignés sur les standards internationaux. À cet effet, la société identifiée pour la présente mission sera chargée de la réalisation du concept architectural et du plan d'affaires. Elle prendra également en compte la conduite du projet et la direction d'exécution des travaux. S'agissant du site d'Avlekete, cette société interviendra pour conduire le projet, assurer la direction de l'exécution des travaux de conception et de construction, puis prendre en charge la gestion des contrats de fourniture et de pose de mobilier et articles de décoration. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre du Cadre de vie et du Développement durable accompliront les diligences pour l'exécution effective de la mission ainsi confiée à la société dans le respect des clauses contractuelles. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Plaoué le 28 avril 2022 de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023. Le voyage d'études au Bénin d'une délégation d'officiers supérieurs de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun du 21 au 24 avril 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, les nominations suivantes ont été prononcées. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Abdoulaziz Malik. Directeur du recrutement des agents de l'État, M. Siaka Massou. Je vous remercie. On poursuit ce journal avec la cause de la femme béninoise. De janvier à décembre 2021, 11 000 cas de violence basés sur le genre
ont été enregistrés. Seulement 1500 sont portés devant les juridictions. Il faut changer la donne et l'Institut national de la femme s'en donne l'ambition, notamment avec son pouvoir d'autosaisine et de poursuite judiciaire. Claudine Prudencio et son staff ont entrepris de vulgariser les capacités d'intervention de l'INF et cela démarre par une causerie-débat où des contributions citoyennes sont bien accueillies. Le fin mot avec Ola Rodrigue Babagbeto et Igor Ayosso. Les regards sont pleins d'attention pour ne pas laisser passer les informations cruciales partagées ici. L'Institut national pour la promotion de la femme partage sa mission 7 mois après la nomination de ses dirigeants. Nous, les femmes et les hommes qui animons les différents organes de l'Institut national de la femme, avons dû passer le temps qu'il faut pour bien cerner les contours et les méandres du mandat juridique et judiciaire de l'Institut national de la femme, car cette facette de notre mission repose sur le droit. Le droit à la fois dans sa simplicité et dans sa complexité. Notre mission est dense mais claire et cohérente. C'est une mission multidimensionnelle. Devant un parterre de défenseurs de la cause féminine, l'INF éclaircit les zones d'ombre relatives au mandat juridique et judiciaire de son assistance aux femmes victimes. L'option d'une causerie-débat est appréciée. Jusqu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas véritablement en quoi consiste la mission de l'INF. Cette initiative est à louer et à encourager et surtout à dupliquer un peu partout sur le territoire. Pourvu que ce que nous souhaitons réellement soit une réalité, que les attentes sont comblées. Tant la question de la protection de la femme est importante, le gouvernement béninois voit en l'INF un modèle pour prendre en compte les failles non comblées du passé. C'est un tournant historique que le Bénin a pris en matière de protection de la femme. Ailleurs, on nous demande même de leur envoyer les statuts de l'Institut. Ils veulent savoir, ils veulent avoir les éléments parce que c'est vraiment un modèle inédit. Nous, c'est le ministère des Affaires sociales qui nous positionnons aux côtés de l'Institut national de la femme pour travailler ensemble, la main dans la main, pour réussir cette lutte. Promouvoir les femmes et les protéger contre toutes les formes de discrimination nécessite donc le concours de tous. La Chambre des huissiers du Bénin au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Une audience pour présenter la perspective d'une rencontre internationale qu'elle accueille bientôt. Le président de la Chambre des huissiers nous parle ici des attentes de son association et surtout l'écho reçu. Une substance avec Patrick Diossou et Patrick Imavo. La Chambre nationale des huissiers de justice recevra du 22 au 25 mai des délégations venant des pays africains en général et de l'Europe dans le cadre d'un colloque qu'on appelle la 6e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice. C'est dans le cadre de cette organisation que nous avons jugé bon de prendre contact avec lui afin de bénéficier de ses conseils pour pouvoir réussir cette organisation. Il nous a donné des pistes de réflexion par rapport au thème qui sera développé à cette occasion. Le thème, c'est le rôle de l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation. Ce thème comporte certains points importants qu'il a évoqués et que nous prendrons en compte pour les préparatifs. Oui, tout à fait satisfait, puisque nous avons pu échanger sur tous les contours de l'organisation et nous avons reçu de bons conseils que nous pensons pouvoir appliquer pour la réussite de l'événement. Séjour au Bénin d'une délégation de l'Association internationale des maires francophones. À son agenda, la coopération avec les mairies du Bénin, mais aussi avec la tutelle ministérielle, d'où la série de rencontres officielles qui ont ponctué l'agenda de cette délégation. On va en savoir un peu plus sur les résultats de cette coopération décentralisée francophone avec Marcel Arrossi. Pierre Bayet est secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. Il est au Bénin sur invitation du maire de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin. L'heure est au bilan des projets communs. Nous avons discuté d'un certain nombre de choses et je crois que pour les communes béninoises, c'est de très bonnes nouvelles.
Nous avons parlé des projets spécifiques de Cotonou, le pôle numérique qui va avoir le jour dans quelques mois, qui a été financé en partie par l'IMF à hauteur de 300 000 euros, environ 200 millions de francs CFA. L'hôte de Luc Atropo s'est aussi rendu chez le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Mais avant, il s'offre une visite des locaux de l'ANCB et du site dédié à la construction du pôle numérique. On a travaillé et on travaille sur des services essentiels, c'est-à-dire comment améliorer les conditions de vie des populations. On travaille aussi sur le numérique et on va voir tout à l'heure le bâtiment qui va être construit. On travaille en matière de culture, et pas n'importe quelle culture, à Ouida, à Abomey. Ce sont deux projets culturels différents. Ouida, on a mobilisé la Nouvelle-Orléans et puis Cap-Haïtien. Ici, on a véritablement une conception de la coopération décentralisée globale. On n'est pas axé sur un seul domaine, un seul secteur d'activité. Autre objet des échanges, l'organisation de l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones dans 2 mois à Abidjan. Coopération, on en parle avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas qui a pris l'initiative d'un programme dénommé Renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques en abrégé RAPID. L'initiative vise à promouvoir le dialogue, la paix, l'inclusion au sein des partis politiques en vue de prévenir les crises politiques. Le programme a été lancé mardi dernier à Cotonou devant acteurs politiques, institutions de la République et représentations diplomatiques. On en apprend un peu plus avec William Aguiar. L'idée de ce programme est née après la dernière élection présidentielle qui, comme les législatives et les communales, a connu quelques troubles préélectoraux et une certaine abstention. Dans un contexte de réforme du système partisan où les partis politiques sont appelés à une autre forme d'organisation et de fonctionnement que celle traditionnelle, l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin veut renforcer leur capacité à contribuer à un développement inclusif et à la paix. Le principe de l'inclusivité et de la participation sont des principes très chers aux Pays-Bas. Et c'est pour ça que la formulation du programme a été à la fois participative et inclusive. Aux côtés de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, dans la conception et la mise en œuvre de ce programme, l'Union européenne et le Bénin qui a inscrit dans ses priorités nationales la consolidation de la démocratie. L'ambition affichée du programme RAPID est d'appuyer la réforme du système partisan au Bénin en contribuant à promouvoir les partis politiques ayant véritablement une envergure nationale et qui intègrent toutes les couches de la population avec une prise en compte de la dimension genre. Au nombre des objectifs de ce programme, la mise en place d'une plateforme permanente de dialogue. Une telle plateforme pourra contribuer à la tolérance entre partis politiques d'idéologie et d'intérêts divers et faire le lit à des réflexions conjointes sur les défis de développement du pays. Le programme RAPID est piloté par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Avec son bras opérationnel au Bénin, l'Institut pour la gouvernance démocratique, il dispose de 48 mois pour la mise en œuvre de ce programme, en grande partie financé par les Pays-Bas. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, avec des partenaires, veulent faciliter aux entreprises béninoises l'obtention de certifications aux normes internationales. Une démarche propre à tirer vers le haut leurs pratiques managériales. Marcel Arrossi et Patrick Imavo ont assisté au lancement du projet et nous en disent ici les intérêts clés dans leur sujet. C'est un accompagnement de proximité engagé par la CCI Bénin de concert avec la Chambre européenne. ISO 9001, version 2015, ISO 22000 et ISO 22716, 20 différentes entreprises vont bénéficier d'un appui pour l'obtention de leur certification, chacune dans son secteur. Le processus pour la sélection et qualification des entreprises bénéficiaires, la contractualisation avec les cabinets d'appui conseil et le recrutement de l'organisme certificateur a été certes fastidieux, mais nous a permis de nous rendre compte à l'évidence de l'importance d'un tel accompagnement pour le renforcement de la compétitivité
de nos entreprises à l'accès au marché. En plus d'un accompagnement technique, il est prévu pour les entreprises sélectionnées une formation en gestion et en entrepreneuriat. Et ceci n'est qu'un volet d'un projet dénommé « Soutenir l'entreprise ». Le dernier volet concerne le rapprochement entre le milieu scolaire et le monde de l'entreprise à travers des conférences auprès des jeunes, des visites d'entreprise, l'organisation de semaines d'orientation. Soutenir l'entreprise propose une démarche pragmatique et des pistes d'action concrètes pour mieux accompagner l'employabilité des jeunes. Toutes ces idées sont soutenues et financées par l'Union européenne. Nous sommes toujours à l'écoute de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Et en fait, cette initiative, c'est comme une espèce de projet pilote. 31 mars 2023, c'est le délai imposé au cabinet retenu pour boucler le processus de la certification. Partenariat État-Société civile. Au titre de l'année 2021, 6 ONG sur 9 ont fait la demande d'homologation de leur accord de siège et l'ont obtenu. Une cérémonie en a consacré l'attribution au ministère de la Justice, signe d'une reconnaissance solennelle et d'une caution à leurs œuvres sociales, voire humanitaires, au profit du Bénin. Première demande pour les unes, renouvellement pour les autres. 6 ONG bénéficient ici de la signature du protocole d'accord cadre avec l'État béninois. Il s'agit de l'ONG Aloda Lometori, Association pour la fraternité et le développement social, missionnaire de la charité, Association islamique de solidarité et de charité, franciscain Bénin, suivi de la mère et de l'enfant. La signature des présents accords cadres constitue l'expression de la marque de confiance que le gouvernement place en vous dans la perspective des actions que vous allez mener en faveur des populations, actions qui entrent en synergie avec le programme d'action du gouvernement. Être une ONG à but non lucratif, avoir au moins 3 ans d'existence et avoir régulièrement accompli une mission continue d'utilité publique et des œuvres sociales au profit des populations. Telles sont les conditions à remplir pour obtenir la signature objet de la présente cérémonie. La signature de ces protocoles d'accord cadre consacre la concrétisation de la volonté sans cesse réaffirmée de l'État à nous soutenir dans notre mission d'aide aux couches vulnérables. Ma fierté est grande devant cet événement qui fera certainement tâche dure. L'accord cadre permet aux ONG nationales de bénéficier conformément aux tests en vigueur pendant une période de 3 ans d'un certain nombre d'avantages, notamment des exonérations fiscales et douanières pour une facilitation des actions en faveur des populations vulnérables. L'opération de recensement administratif à vocation d'identification de la population complémentaire se poursuit dans la Liborie, dans les communes parcourues. L'opération enregistre beaucoup d'affluence à l'approche de la fin. Une affluence qui amène autorités et agents de recensement à plaider une nouvelle fois pour une prorogation de l'échéance. Constat de Gédéon Vegba et de Michael Nouati à Kandi et à Gogono. À environ 48 heures de la fin de l'opération, c'est la grande affluence que l'on observe sur le terrain. Les populations sortent massivement pour se faire enrôler. La population n'avait pas compris, ne sortait pas, mais à la dernière minute, vous constatez avec nous qu'il y a faute d'affluence, mais en tout cas, on gère. Au niveau de notre poste, les trucs évoluent quand même un peu bien. Et au niveau de l'enregistrement, pour ceux qui n'ont pas fait l'enrôlement, c'est vrai qu'il y a tellement de monde, nous rencontrons tellement de difficultés également. Et où, par exemple, des gens s'amènent des enfants de même père, même mère, et les noms de famille sont différents. Et il y a d'autres qui viennent, qui ne connaissent même pas le nom de leurs parents pour se faire enrôler. Au moins dans la journée, on reçoit plus de 400 personnes. À Gogounou, au niveau de l'arrondissement central, la rupture des formulaires a ralenti un peu l'opération. Mais depuis, tout est rentré dans l'ordre et l'affluence est au rendez-vous. En ce qui concerne l'enrôlement, il y avait ce qu'on a observé, la rupture des formulaires. Donc il y a des gens qui viennent nombreux et à la fin, nous n'arrivons pas à les enrôler. Les gens attendent, les gens viennent massivement, ils rentrent sans être enrôlés. Vraiment, ça nous fait aussi mal. C'est le délai qui est un peu très restreint par rapport à l'influence que nous avons ici. Le délai est d'ici à là
le vendredi prochain. Franchement, compte tenu de ce délai, nous ne pouvons pas en mesure d'enregistrer tout le monde. Je suis là ce matin pour faire le ravip à mes 2 enfants parce que je trouve ça très bon. Avec ça, aujourd'hui, l'enfant peut avoir une adolescence sécurisée. Et j'apprends que c'est la dernière semaine. Donc, si c'est la dernière semaine, vraiment, ça va trop faire du mal. La phase complémentaire du RAVIP dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée s'achève normalement ce vendredi. Du sport à présent, on démarre avec une compétition cérébrale et c'est au tour de la belote à Abomey-Calavi. La commune a accueilli un tournoi de belote à l'initiative de l'Union progressiste qui joint ainsi le ludique au militantisme. Mordu au jeu, le maire de la ville veut même étendre cette initiative à tous les arrondissements. Lénèque Agbazaou, Patrick Imambo. C'est le duo gagnant à l'issue d'une rude journée de compétition de belote ici à Abomey-Calavi. Un championnat qui a mis aux prises les joueurs du club Amitié d'Arconville, tous membres de l'Union progressiste. J'avoue que ça n'a pas été facile. Nous n'avions pas fini de décrocher le trophée. La belote, une activité ludique et fédératrice qui peut contribuer au développement local. Ce n'est pas un jeu qui regroupe des délinquants. C'est louable. De grandes personnes se mettent ensemble pour jouer, pour essayer d'oublier les soucis de la journée. Et ça fait partie aussi du développement humain. Et c'est à juste titre que l'édile de la cité dortoir soutient l'initiative. À travers ce jeu, nous avons appris beaucoup de choses. J'ai d'abord découvert que dans votre équipe, il y a beaucoup de cadres. Ça veut dire quoi? Beaucoup de nos problèmes peuvent trouver solution déjà à partir de votre équipe. Nous allons donc partir de votre initiative pour organiser les vacances à venir, un tournoi communal, un championnat communal de belote. Une bonne nouvelle donc pour les passionnés de jeux de cartes dans la commune d'Abomey-Calavi. Sport, on enchaîne avec une compétition en altitude au nom pour le moins, en tout cas en apparence, qu'aucun main, tout sauf une blague. Tenez, la 3e édition de l'Ascension des Mamelles. C'est couru ce samedi 16 avril. Marcheurs et coureurs sont allés défier les collines de Savet. Oui, ce sont elles les Mamelles. N'allez pas imaginer autre chose. Une ascension menée dans une ambiance festive avec une forte participation des clubs de sport d'entretien. Images vues et rapportées par Ghislain Boguet, Daniel Ada. Le départ est donné sur le bitume, au cœur de la ville, aux 4 Mamelles, Savet. La piste aménagée pour cette 3e édition de l'Ascension des Mamelles est encore plus difficile que pour les 2 précédentes. Un tiers sur le bitume, un tiers sur des pistes rurales et le tiers restant sur les collines, les Mamelles. À la course, Ousmane Bachirou se détache très tôt du peloton de tête et remporte cette 3e édition de l'Ascension des Mamelles dans la catégorie course. Ça n'a pas été facile, c'était difficile pour moi. Les marcheurs font partie des nombreux groupes de sport d'entretien venus de partout sur le territoire national. C'était pas facile, mais avec les collines là, c'était pas facile. On voit les gens un peu tout petits en bas là, et puis ça y est, on prend du plaisir, fantastique. Seulement que comme on est dans une compétition, il faut y aller un peu plus rapidement, sinon on serait resté un peu pour voir ce que ça donne. Au passage des concurrents, les habitants de Savet, par des chants, galvanisent ceux qui sont en difficulté. Cette ascension des Mamelles a connu une forte implication des groupes de sport d'entretien. Nous avons marché correctement, nous avons découvert le paysage qui était beau. S'ils disent que c'est difficile, bon, c'est ça. Ils sentent que ce que nous endurons quand on monte sur les collines, voilà. C'est déjà une routine pour nous qui sommes à la maison. Rendez-vous est pris pour la 4e édition l'année prochaine pour un parcours encore plus corsé. Offrons-nous à présent un bain festif avec la fête communautaire des filles et fils Wachi du Bénin d'ailleurs. Ils ont célébré la 63e édition de leur retrouvaille appelée Agbessi-Yanlé. Les festivités marquant cette édition se sont déroulées dans la maison des jeunes de Comin au milieu de plusieurs cadres et personnalités de cette localité. Fadinatou Orousekou. C'est par une messe d'action de grâce à l'église Saint-Michel de Comé que la 63e édition de la fête identitaire et culturelle Agbessi-Yanlé a connu son apothéose dimanche 17 avril 2022 sous le signe de l'union et de la solidarité.
à partir des fondateurs de Agbesignalé, a semé la vie qui donne la vie, c'est-à-dire la fraternité dans la vie nous conduit à la fraternité du Christ, qui est la vie, le chemin et la vérité. Mes chers amis, nous rendons grâce à Dieu. Ce fut un moment de retrouvailles, de communion et de partage entre les fils de la culture Wassi. À travers cette célébration, ceux-ci entendent non seulement pérenniser l'héritage à eux, laissé par les aînés, mais aussi réveiller et entretenir dans la nouvelle génération le sentiment et la fierté d'appartenir à l'ère culturelle Wassi. Le besoin d'un retour de culture et de langue amène à cette source une réalité et nous revient de créer les conditions nécessaires pour mobiliser autour des défis de développement de notre espace socio-culturel. Aucun développement n'est durable s'il ne pose pas ses fondations sur la culture endogène. Aujourd'hui plus qu'hier, nous devons puiser dans notre culture et nos racines les ressources nécessaires pour un développement endogène durable. Plusieurs activités ont marqué cette édition, notamment des spectacles de musique traditionnelle, des concerts gratuits offerts aux populations et un match de football marquant la meilleure équipe avec un trophée. On fait une halte humanitaire en collaboration avec la commune de Djougou. L'association Al-Fatah a offert sa générosité à plus de 1000 fidèles musulmans démunis avec des kits alimentaires. Acte humanitaire allié par des autorités à divers niveaux de cette ville. Reportage Edmond Humbo et Nokompati. Des kits alimentaires soigneusement disposés sur la pelouse du stade Atchoukouma de Djougou. Ils sont destinés aux fidèles musulmans indigents en cette période de jeûne. C'est une initiative de l'association Al-Fatah et de la mairie de cette commune. Ces kits composés de sacs de riz et d'huile végétale permettront à cette population de poursuivre le processus du mois de carême. Au nom de toutes ces populations, je voudrais vous remercier et prier que Allah puisse vous accompagner parce que vous venez à notre secours en ce moment où la communauté de Djougou, dans presque sa globalité, observe le jeûne musulman. En tant qu'entité de l'État, je voudrais, dans le même sens, remercier cette ONG à envergure internationale. Je voudrais à présent m'adresser aux bénéficiaires de recevoir le don avec toute la valeur qui l'accompagne. Ce partenariat fructueux entre l'association Al-Fatah et la mairie est appuyé par des partenaires coïciens, notamment Al-Hidaya. Ceci pour apporter chaque année un sourire à la communauté musulmane du Septentrion. Page humanitaire toujours avec l'Organisation pour l'entraide islamique au Bénin qui poursuit son œuvre de charité à l'endroit des musulmans aux modestes conditions. Cette organisation philanthropique a offert des kits alimentaires à 400 fidèles de la commune de Sakété environ. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'école franco-arabe de Sakété en présence des autorités communales. Calvador Wanou et Nathalie Doris Olabi aussi étaient témoins. Des vivres pour soulager et accompagner les musulmans démunis de la commune de Sakété et environ en ce mois béni de Ramadan. Une prescription de l'islam à laquelle se conforme l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin, OHEI. En total, ils ont fait 400 kits. Et chaque kit pèse 44 kilos. Et le coût total des kits, 80 000 rials. Autour de 12 millions CFA. Chaque kit est composé de 5 éléments. Il s'agit d'un sac de 25 kg de riz et un sac de macaroni. On a aussi l'huile 5 litres. On a sucre 5 paquets. Et enfin, on a la tomate qui fait 4 boîtes. Donc vraiment, on ne peut que remercier les donateurs. Cette œuvre de charité significative est appréciée de tous. Et nous remercions Allah pour ce qu'il nous a fait dans notre localité ici, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Quand le roi de Saoudi s'est souvenu de nous, les musulmans qui sont au Bénin, que Dieu Tout-Puissant
le bénir et le rendre au centuple. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse les efforts et dans les jours à venir, les années prochaines, que les différents gestes soient fructifiés pour que ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité cette fois-ci aient l'opportunité les années à venir. Et que Allah puisse véritablement exercer tout ce que nous disons et qu'à la fin de ce mois pieux, les retombées soient perceptibles dans nos différentes maisons. L'opération de distribution de vivres a été possible grâce au partenariat entre l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Retour sur lundi des Pâques avec l'église protestante méthodiste de Dassa-Zoumé qui a organisé une rencontre pour commémorer l'envoi des disciples en mission d'évangélisation. Les fidèles méthodistes de Dassa, mais aussi d'autres églises sœurs, ont répondu à l'appel. Les temps forts de la célébration avec Roland Tchanka et Kadnel Kapo. Les fidèles du temple Jérusalem de Dassa-Zoumé sont venus à la rencontre de leur sauveur, Galilée, lieu d'extase et de ravissement, mais également lieu où le maître de la moisson, Jésus-Christ, passe le témoin à ses serviteurs. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour évangéliser. L'ordre suprême du roi illégitime Satan prend fin et le roi légitime Jésus prend le trône. La Galilée, c'est aussi des chants de louanges, d'actions de grâce et de témoignages. Nos parents, c'est ici qu'ils venaient se retrouver tous les lundis de Pâques pour commémorer ensemble la fête. C'est pour cela que l'héritage que nous ont laissé nos parents, nous avons dit, nous n'allons pas abandonner cet héritage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie parce que depuis plus de 2000 ans, cette célébration mobilise les chrétiens et c'est ça qui fait la différence en fait. Après un partage de repas, les Galiléens du temple Jérusalem de Dassa ont chanté et dansé à travers la ville, au rythme des tambours et trompettes. On boucle l'actualité nationale de ce journal avec la fête identitaire Gbédokpo qui s'est déroulée dimanche dernier dans l'arrondissement d'Agamé, commune de Lokossa. Il s'agit de retrouvailles entre filles et fils des arrondissements de Koudo et d'Agamé élargis aux autres localités de la commune. Instant de partage et surtout de réflexion sur le développement des localités. Témoin Gilles Dansou, François Inso. Les retrouvailles Gbédokpo, ensemble on est plus fort. Grand moment de partage entre deux communautés sœurs, celle d'Agamé et de Koudo. Les clivages internes sont conjugués au passé grâce au sens managérial de feu abbé Mathias Bessangbo de regretter mémoire. Aujourd'hui, la main dans la main, les questions de développement d'abord. La fête de cette année a une caractéristique particulière. Ce n'est pas du sommet que c'est venu. C'est venu de la base. Ça veut dire que c'est l'implication des communautés qui se sont choisies leur fête. Voyez-vous, nous avons une si longue lettre de donateurs. Et ces donateurs, il y a des nantis, il y a des moins nantis, il y a des gens de peu de moyens qui ont accepté chacun de sa manière de participer, de contribuer matériellement, physiquement, financièrement à la tenue de cet événement. Fils et filles des arrondissements de Agamé et de Koudo, avec ceux des arrondissements donc frères de la commune de Lokossa, se mettent ensemble pour célébrer leur fête de fraternité. Une 21e édition qui tient toute la promesse des fleurs. Bienvenue à cette 21e célébration de la fête identitaire et culturelle Gbédokpo qui nous invite à fédérer nos énergies et à travailler davantage pour le développement de la commune de Lokossa. Au nom du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, je vous souhaite une très belle fête et nous appelle à plus d'unité dans l'union. Une fête de fraternité qui unit davantage. Terminus, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.
Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 20 avril 2020.